Bonjour Jean-Philippe Nino. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'interview. Pour moi, c'est un plaisir, très sincèrement. Et je t'encourage en tant que jeune Martiniquais. Et chaque fois qu'il y a des jeunes qui prennent des initiatives comme ça, de faire des choses intéressantes, je me dois d'être là, d'accompagner. Donc c'est tout à fait normal. Et en plus, c'est un plaisir et ça me conforte dans l'idée qu'il y a du potentiel dans notre pays. Donc c'est tout à fait normal que j'ai accepté avec plaisir cette invitation. Merci beaucoup. Alors, vous êtes député sortant de la circonscription Sud. Durant votre mandat, la vie chère a été le sujet d'une commission d'enquête. Alors, quelles mesures prévoyez-vous peut-être pour réduire le coût de la vie en Outre-mer? Alors, la vie chère, ça a été une commission d'enquête qui a été proposée par Johnny Ajar, mon collègue, mon compatriote dans la Martinique. J'ai été très fier de cette initiative-là, même si je sais qu'une commission d'enquête est souvent court-circuitée, c'est-à-dire que les résultats espérés ne sont pas toujours à la hauteur de l'ambition qui est affichée au départ. Et malheureusement, c'est aussi le cas pour cette commission d'enquête, parce qu'il y a une commission d'enquête, mais on ne voit pas encore les résultats. Il y a eu des conclusions dont certaines sont intéressantes, mais on ne voit pas encore les résultats concrets dans les politiques publiques, dans la prise de conscience du gouvernement de l'urgence de ces problèmes-là. Pour nous, notamment dans ce qu'on appelle les Outre-mer, on ne voit pas encore les traductions concrètes. Et qu'est-ce qu'il aurait manqué selon vous? Il manque des moyens de mettre fin à cette situation de monopole ou d'oligopole dans nos territoires. Il faut aller au-delà même de la législation. Il faut contraindre les situations, les bénéficiaires de ces situations de monopole de se retrouver dans une situation beaucoup plus ouverte économiquement. Il manque un élément qui est important, c'est le blocage de certains prix. Dans le cadre du Front populaire, on préconise un blocage des prix, notamment des produits de première nécessité. Il faudrait que concrètement, qu'il n'y ait plus de TVA sur les produits de première nécessité, par exemple. Et on voit bien que certains, notamment en France, au Rassemblement national, qui préconisaient cette mesure, sont en train de reculer, malheureusement, sur cette orientation. Il manque aussi une dimension importante par rapport à la vie chère, c'est le prix des billets d'avion. Oui. L'État met les moyens par rapport à la continuité territoriale, ce qu'on appelle entre guillemets la continuité territoriale, pour aider les Corses à se déplacer sur le continent. Les moyens ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas équivalents pour nos territoires. Or, pour nous, la problématique est encore plus prégnante. On a le sentiment de se faire racketter par les compagnies aériennes qui sont organisées en oligopole sous le regard complice quelque part du gouvernement et du Parlement européen. Et vous pensez qu'un service public au niveau des compagnies aériennes pourrait régler le problème? Absolument. C'est le projet que je porte actuellement et que j'essaie de partager avec un maximum de nos compatriotes des territoires dits d'outre-mer, qu'on comprenne qu'il faut qu'il y ait une mise en place d'une délégation de services publics pour le transport aérien dans nos territoires avec un cahier des charges et des sociétés qui s'engagent à respecter ce cahier des charges-là en termes de confort, en termes de fréquence, en termes de nombre de rotations et en termes de prix. Surtout, il faut arriver à plafonner les tarifs, il faut une volonté politique, il faut qu'il y ait un État qui intervienne dans ces questions-là. Parce que chaque fois qu'on laisse le marché se réguler, le marché s'arrange, les entreprises s'arrangent entre elles et c'est le consommateur qui paye. Il faut aussi augmenter les salaires. Et nous sommes pour une augmentation des salaires. Mécaniquement, l'augmentation des salaires fait diminuer le sentiment de vie chère parce qu'on a davantage de moyens pour pouvoir consommer et il faut bloquer un certain nombre de salaires. Et en plus, dans les territoires dits d'outre-mer, compte tenu de cette vie chère-là, nous préconisons, nous proposons un SMIC majoré par rapport au SMIC qui existe en France. Une augmentation proportionnelle à la vie chère qui tienne compte de la vie chère. Parce que l'État tient compte de la vie chère pour ses fonctionnaires. Les fonctionnaires ont 40% qui correspondent à la vie chère. Tout à fait. Dans nos territoires. Et pourquoi dans le privé, on n'aurait pas ça? Pourquoi les petits salaires n'auraient pas ça? Pourquoi même ceux qui sont bénéficiaires des minima sociaux ne bénéficieraient pas de cette majoration de 40%? Et si on veut être juste et équitable, il faut l'être avec tout le monde. Est-ce que vous pensez justement que les problématiques des Outre-mer dans leur ensemble ont été prises en compte durant les 2 derniers mandats du président Emmanuel Macron? Clairement non. Au-delà des discours, au-delà des promesses, au-delà des engagements tenus souvent à la veille des élections,
par des ministres de passage chez nous, je veux dire qu'ils ne sont pas sur nous. La France aujourd'hui n'a pas comme priorité le développement de nos territoires, mais plutôt le maintien de nos territoires dans une forme de dépendance. Malheureusement, ça se vérifie au niveau des politiques publiques qui sont menées dans nos territoires. Il n'y a pas de volonté d'adapter les textes législatifs et réglementaires à notre réalité. Alors que s'il y avait en amont, au départ, une prise en compte de nos spécificités, s'il y avait consultation des Martiniquaises, des Martiniquais, des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens, des Réunionnaises et des Réunionnais, des Guyanais et des Guyanaises, eh bien, on aurait des textes législatifs qui auraient été beaucoup mieux charpentés dès le départ pour tenir compte de notre réalité. Mais l'État français, d'ailleurs qu'il soit de droite ou de gauche ou d'extrême droite, il est quelque part très jacobin. Et plus ça se déplace vers la droite, plus ça devient jacobin. Et plus les interventions de l'État, c'est pour faire régner l'ordre, la sécurité, pour envoyer le GIGN au moment où nous on demande de l'oxygène, par exemple, lors de la crise sanitaire. Nous avons besoin de nous sentir exister, de pouvoir décider par nous-mêmes de ce qui est important pour nous, pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos parents, qu'on tienne compte de la réalité. Lorsqu'on vote une loi, par exemple en France, pour financer l'aide au chauffage, et ça peut être transformé, adapté en règle pour financer la ventilation des logements chez nous. Mais pourtant, on nous applique la même aide sans adaptation en Martinique, ce qui est ridicule en réalité. Et justement, on a parlé de non-considération. Et est-ce que vous pensez que ça aurait été peut-être la cause du taux d'abstention aux dernières européennes et potentiellement également la cause de ce vote à l'extrême droite au présidentiel 2022? Non, alors, premièrement, au présidentiel 2022, il n'y a pas eu de vote a priori à l'extrême droite. C'était un vote contestataire. C'était un vote contestataire et je rappelle qu'au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est passé largement dans les territoires dits d'outre-mer en première position. C'est le premier tour qui compte. Mais contestataire justement parce que ce gouvernement d'Emmanuel Macron n'aurait peut-être pas assez pris en considération les problématiques locales. Non, c'est pas peut-être pas. C'est qu'il n'a pas, absolument pas pris en considération nos problématiques et nos besoins. On l'a vu lors de la crise sanitaire. Il y a quand même une politique pernicieuse de méchanceté qui a été mise en œuvre pour qu'on serve d'exemple. Parce que majoritairement, la population n'avait pas confiance dans les vaccins qui étaient proposés. A posteriori, on voit bien qu'il y avait des raisons de s'interroger sur l'efficacité de ces vaccins. Mais comme la population chez nous était réfractaire à ça, on nous a traités d'arriérés, d'illettrés, d'ivrognes, de drogués, de personnes pas suffisamment accomplies pour pouvoir comprendre l'urgence de la situation. Et qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on avait besoin d'oxygène, mais on n'avait pas d'oxygène. Pourtant, nous sommes d'un territoire qui pourrait être fortement producteur d'oxygène. La Guyane, qui a la plus grosse capacité de production d'oxygène, est à 2 pas. Et pourtant, des gens sont morts par manque d'oxygène. Les moyens au niveau des hôpitaux, mais ils ne sont pas à la hauteur, il faut bien le reconnaître. S'il y a un accident grave aujourd'hui en Martinique avec 10 victimes, plus de 10 victimes, mais les urgences sont déjà hyper saturées. Comment fera-t-on en cas de risque majeur? Puis, aux dernières élections européennes, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas eu vraiment de campagne dans nos territoires, dans nos pays, parce qu'on a le sentiment que l'Europe, c'est loin. Et c'est vrai, l'Europe, c'est loin. On ne connaît pas spécialement les dirigeants européens, on ne connaît pas spécialement les députés européens, même lorsqu'ils sont originaires de nos territoires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de directives européennes régentent notre vie au quotidien, en termes de déplacement, en termes de droits, en termes de sécurité, en termes de formation professionnelle, d'aide aux entreprises. L'Europe a aujourd'hui beaucoup de prérogatives qui conditionnent notre vie au quotidien, donc il faut qu'on s'y intéresse. Il ne faut pas qu'on reste absent de ces débats-là. On a parlé de vie chère tout à l'heure, on a parlé également de vote contestataire. Est-ce que vous pensez que ce sont des problèmes qui pourraient être en partie réglés par une plus grande autonomie en Martinique ou alors carrément l'indépendance? Alors, je ne pose pas les problèmes dans ces termes-là précisément. Oui, je suis favorable à ce qu'on aille vers davantage de responsabilité, davantage de souveraineté. Alors pendant longtemps, on a divisé la population, le peuple, les élus, entre indépendantistes et non indépendantistes. Ça a été pertinent à un moment.
Parce que c'était l'époque de l'accession à l'indépendance pour beaucoup de pays d'Afrique, de la Caraïbe, etc. Mais aujourd'hui, les choses se posent dans d'autres termes. Et il faut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Moi, ce dont je suis favorable, c'est pour une réduction de toutes nos formes de dépendance. Parce qu'on a beau se dire indépendantiste, mais si on ne fait rien, comment on va y arriver? Et chaque fois, on nous pose la question, qui ça qu'elle fait? Comment ça nous qu'elle manger? Et ce serait une étape ou une finalité? Mais c'est une succession d'étapes. On commence par dire, le problème, ce n'est pas l'indépendance. Le problème, c'est la dépendance. Lorsqu'on dépend de tout, au niveau des politiques budgétaires, au niveau des finances, lorsqu'on dépend au niveau des politiques d'éducation, des politiques culturelles, lorsqu'on dépend à ce point-là de l'extérieur, il faut se dire que le mal, c'est la dépendance. Donc nous allons mener des politiques publiques pour réduire progressivement cette dépendance. Ce pouvoir-là, en attendant, vous l'auriez attribué à l'Assemblée de Martinique? Il faut que la collectivité de Martinique puisse bénéficier de davantage de pouvoir pour pouvoir décider, pour pouvoir légiférer, établir un certain nombre de règles qui sont adaptées à la réalité de notre territoire, qui n'est pas la même que la réalité d'un pays continental et vaste comme la France. Mais pour cela, il faut que les élus martiniquais, lorsqu'ils sont en responsabilité, puissent servir d'exemple, de point d'appui de notre confiance. Montrer qu'effectivement, les Martiniquais sont les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises. Mais si chaque fois qu'on a un pouvoir, on déçoit le peuple, si chaque fois on n'est pas à la hauteur, si chaque fois les délais de paiement sont trop longs, si chaque fois on s'engage à faire des choses, à financer des choses, et qu'on n'applique pas en réalité ce qui avait été promis, les engagements qui avaient été faits, mais on fait reculer l'idée de responsabilité martiniquaise. L'aide aux étudiants est gérée par la collectivité territoriale de Martinique. Si nos étudiants, pendant toute l'année universitaire, ne perçoivent pas l'aide parce que les délais de paiement sont trop longs, parce qu'on ne se met pas suffisamment au combat, il n'y a pas une volonté politique de régler ces difficultés-là, mais si chaque fois on n'est pas au rendez-vous de l'efficacité, on va faire reculer l'ambition même des Martiniquais, la confiance des Martiniquais en leurs élus et en leur capacité collective à se gérer. On a parlé de la jeunesse, des étudiants, et je vais finir sur ce point-là. Quelles seraient vos mesures, puisque vous savez qu'on a une population vieillissante, pour faire la jeunesse rester sur le territoire ou alors au moins revenir? Déjà, il faut faire reconnaître un principe qui est important, qui est fondamental. C'est celui de priorité martiniquaise à l'embauche. Pas à compétence égale, mais à compétence suffisante. Et il y a une nuance et c'est important. Lorsqu'il y a des emplois qui se libèrent dans la fonction publique, mais comme dans le privé ici, et que nous avons dans notre diaspora martiniquaise, soit sur place, soit à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui brillent aujourd'hui à l'étranger, ils sont reconnus, leurs qualités sont reconnues à l'extérieur et jamais chez eux. Et si chaque fois qu'il y a un emploi qui se libère, on a la possibilité de faire jouer la priorité martiniquaise pour le Martiniquais à compétence suffisante, ça veut dire que si on a besoin d'un bac plus 5, eh bien on a le bac plus 5, il est prioritaire. On ne va pas nous imposer un bac plus 8, un bac plus 12 qui vient de l'extérieur, soi-disant parce qu'il est plus diplômé. Eh bien, ce Martiniquais a la priorité. On ne peut pas continuer à faire partir des jeunes qui réussissent à des concours, comme dans l'éducation nationale par exemple, où chaque année, il y a une cohorte de jeunes Martiniquais parce qu'ils ont réussi un concours, quelque part, ils en payent le prix. Ils sont obligés de partir à Créteil le plus souvent ou à Versailles dans ces académies-là parce que ces académies-là sont déficitaires. Mais dans le même temps, on voit arriver chez nous des avions remplis de jeunes enseignants qui ne sont pas plus diplômés que les nôtres, qui ne sont pas plus compétents que les nôtres, mais surtout qui n'ont aucune attache avec le territoire. Donc l'État lui-même participe quelque part de cette hémorragie démographique. Participe alors que l'État dit regretter ce phénomène-là de saignée démographique, de déclin démographique, mais lorsqu'on regarde bien, chaque fois que l'État a la possibilité de mener, de prendre des décisions pour stopper cette réalité-là, non, l'État continue. Mais selon vous, ça passe aussi par plus de transport public, de formation aussi? Mais oui, ça passe par une meilleure organisation du territoire. Si le territoire est attractif, les nôtres qui sont à l'extérieur ont plaisir à revenir, à s'installer, à travailler, à s'émanciper au pays. Pas seulement pour les vacances parce qu'il y a le tour de yole, le tour cycliste et qu'il y a les plages. Non, la Martinique, c'est un territoire c'est un pays où on doit pouvoir vivre tous les jours. Lorsque
le transport ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Chacun a sa voiture, on est dans des embouteillages, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de santé publique. Donc il faut qu'on soit cohérent. On ne dit pas que tout ce qui nous arrive de négatif vient de l'extérieur. Une bonne partie vient de nous-mêmes aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous regardent? J'ai un mot, notamment pour les personnes âgées qui se retrouvent isolées, pour les personnes en situation de handicap, pour qui les politiques ne répondent pas dans les délais, qui ont l'impression que personne ne prend en considération leur situation. Il ne faut pas désespérer. Ce qui nous arrive aujourd'hui, cette forme d'isolement, cette impression que la politique ne sert à rien, que quel que soit pour qui on va voter, rien ne va changer. Cette idée-là, c'est elle qui est à combattre. Parce que il y a des moyens, il y a des propositions à faire, il y a des actions à mener pour faire changer les choses petit à petit. Et petit à petit, nous allons arriver à construire autre chose, un autre exemple. Une société qui est plus inclusive, une société qui est plus solidaire. Il y a un certain nombre de mesures à prendre en considération dès maintenant pour empêcher le pire pour notre pays. Ce qui est en cause, au final, c'est la survie de la Martinique. La survie de la Martinique, des Martiniquaises et des Martiniquais en tant que peuple. Parce qu'aujourd'hui, on est véritablement menacé. Si on y prend garde, on sera bientôt minoritaire dans notre pays. Si on y prend garde, on sera bientôt locataire dans notre propre pays. Et c'est cette perspective-là, cet horizon-là que nous devons combattre dès maintenant. Et pour ça, il faut mettre le maximum d'énergie avec les bonnes personnes aux bonnes places. Merci beaucoup. Et on se retrouve le 29 juin dans les urnes.